m'appelle Philippe Thiers, déjà, c'est une chose. Je travaillais pendant longtemps à la librairie Parallèle, qui était un endroit où se réunissaient, qui est un endroit emblématique un peu de ce qu'on appelait l'alternative ou la contre-culture. D'ailleurs, il y a eu les éditions alternatives après, qui est né de là. C'était un endroit où on trouvait des disques d'occasion, on trouvait plein de choses, qui a aussi des maisons d'édition. Les disques d'occasion à la librairie, c'était une nouveauté au début des années 70. Moi, je suis rentré dans les années 80, début des années 80, mais j'étais client assez vite. Et c'est quelque chose qui n'existait pratiquement pas, qui existait en Angleterre, aux États-Unis. Et du coup, ça s'est bien développé. Ça a été éditeur avec le catalogue des ressources. C'était une des premières librairies écologistes. De tout ce qui était mouvement alternatif, on va dire de gauche, si ça a encore un sens. Et puis, il y avait, à partir des années 80, il y a eu énormément de fanzines, et on a pris aussi les disques en dépôt de tout ce qui était l'alternative française, Berrurier et Noir et autres. Et à part ça, je travaille toujours à Rock and Folk, et plus du tout à France Inter, vu que ma productrice a été virée à la rentrée. C'était l'émission Addiction où je chroniquais, enfin je programmais 1 heure de musique tous les mois, à partir des vinyles, depuis déjà quelques années. Et puis, j'ai participé à des journaux, mentionné Expression, qui était un journal de La Rochelle, qui était un très bon journal, mais qui s'est arrêté pour des raisons financières. Et puis, voilà, je travaillais à droite et à gauche. Et j'ai écrit quelques livres, dont ces deux-là que vous voyez à côté de moi. Alors, quelques mots, c'est toujours un peu compliqué pour un mouvement qui est assez complexe, dans la mesure où il touche un peu toutes les franges artistiques, et pas seulement artistiques, mais toutes les franges de la société. Mais c'est assez simple aussi, parce que c'est un mouvement qui part d'une chose, c'est la transformation de la vision, de la compréhension du monde à travers les hallucinogènes. C'est ce que ça veut dire, entre autres le LSD. Et puis, c'est un mouvement qui est, dans la naissance, c'est assez simple aussi, c'est vers les années 65-66, et c'est un mouvement surtout qui va toucher donc le graphisme, qui va toucher la politique, qui va toucher la manière de vivre, et qui va donner naissance un peu à la contre-culture des années 60, beaucoup plus que les mouvements précédents, le British Beat ou autre. C'est, même si le British Beat a amené quelque chose d'important, ou le rock'n'roll même dans les années 50, c'est vraiment un mouvement qui m'a modifié à tout niveau. Surtout qu'à l'époque, il y avait la lutte pour les droits civiques, il y avait la lutte surtout contre la guerre du Vietnam, qui a unifié beaucoup de jeunes Américains. Tous ceux qui étaient finalement contre la culture dominante du capitalisme triomphant. Puis musicalement, c'est un mouvement qui permet aux gens de passer de leur origine musicale à quelque chose de totalement nouveau, avec toutes les barrières qui éclatent. C'est un mouvement de liberté totale artistiquement. Et par exemple, quelqu'un qui est baigné dans le blues, ou qui a appris la musique à travers le blues, à travers le folk, il va amener ce savoir musical qui va être transformé justement par le passage par les hallucinogènes, bien qu'on ne soit pas obligé de prendre des hallucinogènes pour faire de la musique. Par exemple, Frank Zappa et les Mothers of Invention étaient très psychédéliques, sans trop de drogue, puisque le patron était contre Frank Zappa. Je pense que les courants ne meurent pas. Vraiment, on voit que, par exemple, qu'il y a des groupes punk, alors que le punk a duré 2 ans, qu'il y a eu la New Wave, qu'il y a eu plein d'autres choses. Je pense que les courants existent, se prolongent, mais de manière beaucoup plus souterraine, beaucoup moins évidente. D'autre part, avec le psychédélisme, c'est un avantage, c'est que c'est un mouvement très très large dans le registre musical, qui va de la pop à l'expérimental, donc des tas de groupes peuvent rentrer dans cette définition. Et on va dire que le psychédélisme en tant que mouvement est un peu terminé à la fin de l'année 69, mais se prolonge, point de vue production discographique, dans les années jusqu'à 72, voire 75, même pour certains groupes un peu en retard, et que dès les débuts des années 80, il y a eu le Paisley Underground, donc un mouvement de Los Angeles, qui est du néo-psychédélisme, avec Dream Syndicate par exemple, et plein de groupes dans ce genre-là. Donc déjà, il y a un premier renouveau. Et puis on s'aperçoit qu'en Angleterre, avec Bevis Front, à la fin des années 80, début 90, ça se prolonge. Il y a un renouveau. Alors, plus ou moins marginal. La différence, c'est que là, c'est peut-être plus important encore. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un mouvement de la contre-culture, ce qui est quand même relativement important en ce moment, où tout est de plus en plus quadrillé, formaté, ainsi de suite. Et on a bien besoin d'une contre-culture qui est en fait faible, puisque tout a été un peu récupéré quelque part, et là c'était une contre-culture assez radicale, puisque une partie du psychédélisme niait l'appartenance au fonctionnement général de la société. Il y a un peu ça, et puis surtout c'est une période positive, entre guillemets, c'est-à-dire on va vers quelque chose.
C'est pas une période en réaction, comme un peu le punk, en réaction au gigantisme, en réaction justement à Margaret Thatcher en Angleterre, réaction à une politique. Là, il y a une réaction à une politique, mais pour proposer une alternative. Et je pense que c'est ce qui manque un peu en ce moment, parce que les alternatives, on les voit pas trop. Enfin, de mon point de vue, hein. C'est peut-être parce que je suis devenu vieux, mais on a du mal quand même à percevoir les alternatives. Et une solution alternative à la domination du monde. Et puis, musicalement, encore une fois, on trouve de tout. Et comme il y a un retour en même temps du vinyle, de la pochette, du côté artistique de la pochette, il y a un retour des guitares qui étaient un peu abandonnés, puis qui sont revenus après avec le Britpop, mais le Britpop s'inspirait aussi pas mal du psyché. De même que Nirvana, quand on écoute le premier Nirvana Bleach, on voit qu'il y a une grosse influence garage rock psyché. Et donc ça revient, comme là en ce moment, le progressif aussi est en train de revenir, qui a été honni pendant très longtemps. On retrouve beaucoup de groupes qui se réclament du progressif, de la musique progressive des années 70. Je pense qu'il y a des mouvements qui reviennent comme ça, et surtout un mouvement aussi important qui a vraiment fait éclater tous les standards, et il revient obligatoirement. Et il revient, ce qui est intéressant, c'est pas quand il revient en copie, c'est quand il revient adapté à la sauce moderne, quoi, qui a quelque chose qui passe par les tripes. C'est pas une copie, c'est vraiment une envie de s'inspirer pour faire quelque chose, et quelque chose qui soit en marge de la grosse production, quelque chose qu'on n'entend pas. D'ailleurs, on n'entend rien à la télé, mais enfin, qu'on n'entend pas ni à la télé, ni forcément qui soit très vivant, très visible. On retraînerait à peu près une centaine. Non, mais ça dépend vraiment ce qu'on appelle lancer. Il y a le malchanceux, qui sont les charlatans, on parlera à la conférence, qui est vraiment le groupe. Il faut toujours un malchanceux dans tous les mouvements. Le groupe qui commence, qui est le premier à jouer finalement sous LSD, le premier à faire un poster psychédélique, et avec les différentes maisons de disques, ça va pas bien se passer, ils vont sortir un 45 tours, c'est pas celui qu'ils veulent, ils passent à la poubelle finalement, au lieu de 65, ils sortent leur disque en 69, c'est fini. Donc ça, effectivement, les charlatans, c'est peut-être le premier et le plus malchanceux. Sinon, on parle beaucoup du 13th Floor Elevators, de Roky Erickson et Tommy Hall, qui est un groupe extrêmement important, d'abord parce que c'est le premier à avoir utilisé le mot psychédélique dans leur titre. Bon, le mot psychédélique avait déjà un peu existé dans des chansons, mais pas dans le titre d'un album. Et c'est pas simplement un groupe qui utilise le titre de Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevator, groupe texan, album sorti en août 66, mais c'est aussi derrière, au dos de la pochette, il y a tout un laïus expliquant pourquoi il faut prendre du LSD, et c'est absolument indispensable d'en prendre. Donc déjà, on peut dire que c'est un des premiers. En même temps, c'est pas le premier forcément à avoir joué. Le Jefferson Airplane a commencé fin 65. Le mode de recrutement des charlatans et de Jefferson Airplane est aussi symbolique d'une époque où tout est possible et tout est permis. Par exemple, les charlatans, c'est simple. Ils sont fondés par George Hunter. George Hunter, il voit les Beatles, il voit les Stones, il dit formidable. Je vais faire ça, c'est super, toutes les filles, elles hurlent, c'est magnifique. Toute cette foule-là qu'elle a, avec ces groupes qui jouent électrique, c'est super bien, les cheveux longs. Donc, il prend son canotier, parce qu'il est habillé style fin 19e, en canotier et tout ça. Et il monte un groupe, sauf que lui, il ne sait pas jouer, il ne sait pas chanter, il ne sait pas jouer, c'est pas grave, il sera chanteur, il jouera du tambourin. Ils prendront quelques-uns qui vont bien jouer, d'autres qui vont moins bien jouer, et ils forment un groupe. Voilà, c'est l'envie de former un groupe, ça donne, c'est ça aussi. Alors, après le groupe, entre le Charlatan, le 13th Floor, le Jefferson Airplane, le Pink Floyd, qui est un groupe né aussi avec le psychédélisme pour l'Angleterre, qui est sans doute le groupe psychédélique le plus important, qui sera aussi celui le plus important du progressif, mais qui là, avec Syd Barrett, est le plus important du psychédélisme anglais. D'ailleurs, ils sont en tête d'affiche de tous les festivals anglais et toutes les grandes salles anglaises. Puis le Velvet Underground à New York.